Bon, bah, rebonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. C'était un petit peu court, je suis désolé. Pour ceux qui ont suivi la conf, d'Alan, jusqu'au bout, ça laissait qu'une petite demi-heure pour manger. Mais donc, nous voilà de retour avec, ce cher Loïc de Pubstack, une solution de monitoring pour analyser et optimiser ses revenus publicitaires en provenance d'un header bidding. Dans sa presse, il va nous livrer un peu une méthodologie efficace pour optimiser un wrapper, essayer de comprendre quelle est la valeur incrémentale de chaque partenaire, comment les choisir, lesquels garder, lesquels supprimer pour générer plus de revenus. Et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions. Après sa presse, on aura une bonne quinzaine de minutes pour y répondre. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, vous pouvez les poser au fur et à mesure et on les sectionnera à la fin. Voilà, voilà, c'est parti Loïc. Merci beaucoup pour l'invitation déjà, ça fait très plaisir d'être ici. Aujourd'hui, effectivement, on va vraiment parler de comment choisir ses partenaires pré-bid, donc un focus assez fort sur la partie header bidding finalement. Euh, En 2021, on est presque en 2022, le temps passe vite. Donc on va se concentrer, puis on va proposer surtout des méthodologies finalement, des solutions, des frameworks que les publishers peuvent mettre en place chez eux pour optimiser leur stack publicitaire et naviguer un peu dans la jungle ad tech. Donc déjà, pour poser un petit peu le problème, Prebid aujourd'hui, c'est énormément d'adapteurs et de partenaires. Bon, et des partenaires de plein de types différents, hein, côté source de demande, hein. On peut retrouver des partenaires qui vont être spécialisés dans certains formats publicitaires comme le natif, hein. On va trouver des partenaires qui vont être spécialisés dans des formats comme l'in-stream, l'outstream, le display, etc. On va retrouver des partenaires finalement qui vont avoir une approche très verticalisée ou qui vont avoir une approche plutôt contextuelle, par exemple. Donc en gros, il faut naviguer à travers tout un tas de sources de demande et je crois qu'au dernier recensement sur Prebid.org, on retrouvait plus de 400 partenaires publicitaires. Donc c'est quand même un écosystème, comme toujours, assez fragmenté, la tech, hein. Euh, En parallèle de ça, ces partenaires, il y a plein de façons de les intégrer sur son site. C'est-à-dire qu'on peut les intégrer avec du open bidding, par exemple, quand on a la chance d'avoir Google Ad Manager 360. On peut les intégrer à travers du pré-bid, client-side, server-side. On peut les intégrer avec du pré-bid vidéo, même si c'est des sujets qui sont beaucoup plus complexes. Et puis évidemment, on peut les intégrer aussi à travers des technologies comme Amazon TAM, hein, qui sont aussi des très bonnes technos pour intégrer des partenaires publicitaires. Donc ça rajoute une complexité combinatoire de j'ai des partenaires, mais en plus de ça, j'ai plusieurs façons de les intégrer et à chaque fois, il y aura des performances qui sont différentes. Et puis autour de ça, il y a aussi d'autres solutions qui interagissent avec Previd, hein, qu'un publisher doit tester et intégrer sur son site. On pense très naturellement aux solutions d'ID, hein, comme ID5 par exemple, comme Criteo ID, comme LiveRamp, comme LiveIntent. Toutes ces solutions, finalement, elles vont aussi servir cette ad stack pour lui permettre de mieux identifier les utilisateurs et puis d'optimiser les revenus. Mais donc, ça veut dire qu'un publisher, aujourd'hui, par design, il navigue à travers des centaines et des centaines de solutions qui sont possiblement intégrables sur son site dans l'optique d'optimiser ses revenus, d'optimiser sa stack publicitaire. On n'a pas la formule magique. En règle générale, on aime bien penser qu'il n'y a pas de formule magique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stack idéal. On va retrouver simplement des logiques de test and learn qui sont très importantes pour finalement naviguer dans cette complexité. On voudrait rajouter juste avant ça un deuxième max d'analyse finalement. Parce que quand on construit une stack publicitaire, il faut garder en tête un sujet, c'est que plus on a de partenaires, plus on a de coûts opérationnels. Les coûts opérationnels, c'est des coûts qu'on pourrait splitter en trois catégories, hein. Et plus généralement, les coûts opérationnels, c'est aussi les people, hein, c'est les gens qui vont travailler chez le publisher à gérer cette stack publicitaire. Donc, c'est les ad operations, c'est les lead managers, c'est les développeurs ad tech, donc les développeurs qui vont être dédiés à la monétisation pour, par exemple, maintenir, implémenter Prebid, hein. On va retrouver tout un tas pour des data analystes éventuellement. Donc, on va retrouver finalement tout un tas de profils dans les organisations publishers, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et qui vont gérer tous ces sujets-là. Et donc, forcément, plus on a des stacks complexes, plus on va avoir des coûts opérationnels élevés pour le maintenir, tout simplement parce que déjà, il y a les coûts d'implémentation. Intégrer un nouveau partenaire, une nouvelle SSP par exemple, ça a un coût. Ça a le coût de, il faut mapper ce partenaire sur le setup existant, il faut vérifier que son intégration fonctionne bien, il faut l'intégrer dans son système de reporting. Enfin, il y a tout un tas de trucs à faire pour intégrer correctement le partenaire. Ensuite, on va retrouver derrière évidemment les coûts de maintenance. Plus on a de connexion et plus on a un setup finalement publicitaire complexe,
plus n'importe quelle opération d'optimisation va coûter cher. Par exemple, faire évoluer ses floor price. Quand on a 30 partenaires, c'est plus compliqué que quand on en a 2, hein. C'est une banalité, mais enfin, c'est pour le montrer que plus on complexifie, plus tout coûte cher à mettre en place. L'ajout d'un nouvel emplacement sur le site. Si on doit brancher 20 partenaires, c'est plus compliqué que si on doit en brancher 5. Mesurer les discrepancies, les écarts de revenus qu'on peut trouver entre l'ad serveur et les SSP par exemple, mais ça prend aussi plus de temps quand on a plus de partenaires. Enfin, pour finir, il y a une troisième catégorie finalement de coûts opérationnels, c'est le risque. C'est le risque par exemple de non-paiement. Plus on a de sources de demande, plus on a un risque qu'on soit payé en retard, qu'on ne soit pas payé. Le risque d'avoir des mauvaises publicités, donc dès qu'on a des mobile redirect, tout un tas de choses, plus on multiplie les sources, plus on a de chances d'être exposé à ce type de risque, hein. Les erreurs de setup et les problèmes d'interopérabilité et opérabilité en général, parce que plus les setups finalement sont complexes, plus il risque d'avoir des conflits sur la stack et qui peuvent finalement coûter des revenus concrètement, hein. Donc, par exemple, péter une ad unit ou péter une connexion ou générer des timeouts ou je sais pas quoi qui ont un coût directement sur les revenus publicitaires. Donc c'est intéressant de l'intégrer dans l'équation parce qu'en fait, du coup, ça permet déjà de se dire, la meilleure stratégie, c'est pas forcément de tout brancher. La meilleure stratégie, c'est de raisonner un petit peu avec rationalité. Donc, ça veut pas dire qu'il faut pas intégrer des nouveaux partenaires sur son site, hein, que ce soit des SSP, des ad network, des solutions d'IT, des wrappers, tout un tas de choses. Ça veut dire simplement qu'il faut développer l'organisation en interne qui permet d'estimer le plus tôt possible et à moindre coût la valeur d'un nouveau partenaire pour y pouvoir dire si on continue de travailler avec lui ou pas, tout simplement. Alors, on va présenter plusieurs frameworks de test and learn qui sont utilisés par nos clients. Il y en a des clients chez Pubstack qui sont très gros publishers. On a aussi des clients qui sont des moyens publishers. On a quelques clients qui sont plus petits. Euh, ces frameworks de test and learn, c'est là pour vous inspirer. N'hésitez pas, si vous voulez diguer sur le sujet, on pourra en parler plus en détail après, évidemment. Mais ce test and learn, pour nous, c'est un atout décisif dans une industrie comme la tech, qui évolue extrêmement vite, qui est très fragmentée, très complexe à appréhender. C'est complexe techniquement, c'est complexe dans la proposition de valeur de chacun des partenaires, etc. Donc, en tant que publisher, développer l'organisation et les process qui permettent finalement de tester et apprendre en permanence sur les nouveaux partenaires, les nouvelles solutions, etc. Nous, on considère que c'est un atout extrêmement décisif pour évoluer sur ce marché. Créer un process de test and learn, c'est un challenge organisationnel. Être capable de tester, par exemple, 10 solutions différentes sur un quarter quand on est un publisher, 10 sources de demande différentes, déjà, c'est un challenge juridique, hein, parce que tous les publishers, on connaît tous l'histoire du contrat qui reste bloqué chez le juridique pendant 2 ans, hein. C'est un vrai challenge d'organisation juridique, hein, où il faut faire en sorte de faire sauter les verrous, ou en tout cas de créer des contextes de tests qui sont light d'un point de vue juridique. C'est aussi définir un périmètre de test simple, parce que si quand on veut tester un nouveau partenaire à SSP, par exemple, on doit la brancher sur tout l'inventaire, tous les emplacements de tous les sites, une fois qu'on a fait tout le travail, en général, on n'a plus envie de la débrancher, même si elle n'a pas la valeur attendue. Donc, c'est comment on crée un périmètre de test qui est suffisamment petit pour que ça aille vite. C'est aussi définir les bonnes métriques de succès du test. Évidemment, on pense naturellement aux revenus générés, on pense naturellement au CPM, on pense naturellement à la latence sur le site. Mais en fait, il y a des métriques qui sont encore plus pertinentes parce que, on le sait, dans la programmatique, il y a des énormes effets de vase communicants. Donc, un partenaire qui va générer 20 000 € sur le mois, en fait, il n'a pas généré 20 000 € de valeur incrémentale. Il a cannibalisé une partie de revenus des autres partenaires et puis il a généré, lui, une petite partie d'incrémentalité. Et enfin, le dernier point, c'est aussi d'aligner les partenaires programmatiques sur ces succès-là. Ça veut dire ces métriques de succès, ça veut dire que ces définitions des métriques de succès, il faut les partager très librement avec ses SSP, avec ses ad networks, avec ses solutions d'ID, avec ses solutions de wrapper, avec ses partenaires programmatiques, tout simplement parce que ça crée un alignement si la règle, par exemple, c'est qu'au-dessous de 50 000 € par mois, on ne travaille pas avec un partenaire supplémentaire. Le fait que ce soit transparent, finalement, ça crée un alignement qui est très vertueux pour donner plus de chance à la relation. Le sujet, c'est comment finalement, on va mesurer la valeur ajoutée d'un partenaire. Mesurer la valeur ajoutée d'un partenaire, c'est, selon nous, calculer son incrémentalité, c'est-à-dire combien, si ce partenaire n'était pas là, je perdrais d'argent. C'est aussi sa demande unique, c'est la valeur unique qu'il va ajouter à la stack, qui est pas si facile que ça à calculer, on va en parler.
Et puis le deuxième, c'est l'A/B test. L'A/B test, c'est un process qui est vieux comme le monde, mais c'est pas tout le temps évident de créer des processus d'A/B test en interne. Sur les A/B tests, on peut s'appuyer sur tout un tas de types d'outils, on en parlera un petit peu plus tard. Mais comment on fait de l'A/B test finalement un nouveau standard pour piloter une stack publicitaire? Bon, il y a des métriques de succès qui sont extrêmement classiques hein, quand on analyse une SSP. Hein. Il y a évidemment les revenus qu'elle génère, il y a le CPM, auquel elle achète un inventaire, il y a le win rate, c'est finalement le nombre de fois où elle gagne les impressions, la part de voix qu'elle va avoir dans la stack publicitaire. Il y a son RPM, qui est son CPM pondéré par son fill rate. Toutes ces métriques-là, elles sont très intéressantes, évidemment, il faut les avoir en visu, hein, puisque c'est quand même le endgame d'optimiser les revenus. Mais le problème de ces métriques, c'est qu'elles ne prennent pas en compte les effets de vase communicant entre les partenaires. Comme on disait tout à l'heure, si tel SSP génère 100 000 euros de revenus sur le mois, ben finalement, c'est très bien, mais c'est à voir sous la perspective de combien je perds si j'ai pas cette SSP, parce qu'il y a clairement une partie des 100 000 euros qui vont être pris par les autres SSP. Le deuxième sujet, il est sur la saisonnalité. Quand on branche une SSP, faire des tests avant, après, bah, généralement, c'est très compliqué de voir la valeur incrémentale qu'elle nous apporte en faisant un test avant-après, parce qu'on sait qu'on est quand même sur un marché qui est relativement volatile. Ça veut dire que bah, d'un mois sur l'autre, on peut avoir des énormes écarts en audience, en revenus, parce qu'il y a le Black Friday, parce que je sais pas quoi. Et donc, en fait, c'est globalement assez compliqué d'estimer la valeur ajoutée d'un partenaire si on compare bah, avant et puis après son branchement. Donc ces métriques ne permettent pas de faire ce type de choses, typiquement. Donc des métriques de succès que nous on pousse hein, concrètement, la première c'est l'incrémentalité. L'incrémentalité, on va la définir relativement simplement. Hein. C'est mesurer finalement dans chaque enchère publicitaire. Si par exemple j'ai 3 SSP qui participent dans ma stack publicitaire, euh, j'ai une SSP qui va soumettre un bid à 3 euros, une SSP qui va soumettre un bid à 2 euros, une SSP qui va soumettre un bid à 1 euro. Bon, mais la SSP gagnante, ça va être la SSP numéro 1. Ça veut dire que l'impression qui va être affichée sera affichée par la SSP numéro 1 avec un CPM à 3 euros, puisqu'on a un first price auction. Ce CPM à 3 euros, c'est final les revenus que va faire la SSP1 à la fin du mois, si on multiplie par 1000 hein, concrètement, mais c'est les revenus, ça correspond au CPM, ça correspond au revenu qu'il va faire à la fin du mois, le SSP numéro 1. Mais la réalité, c'est que bah, si le SSP numéro 1 il n'avait pas été là, bah, c'est le SSP numéro 2 tu aurais gagné cette impression publicitaire avec un CPM de 2 euros. Cet écart, en fait, entre 3 euros et le 2 euros, bah, c'est la valeur incrémentale, c'est 1 euro. Cet écart de 1 euro, c'est finalement la demande unique que possède le SSP numéro 1. Cette valeur, elle se calcule soit via l'ad server dans Google Ad Manager, soit avec des outils comme PubStack où il y en a d'autres sur le marché. Hein. Et ça permet de monitorer ce type de choses et finalement bah, de prendre des décisions très stratégiques, comme par exemple, bah, c'est quoi la valeur de chacun de mes partenaires et qu'est-ce que je risque de perdre si j'arrête de travailler avec ce partenaire. Si on regarde ça maintenant de façon agrégée, si on additionne la somme des valeurs incrémentales sur toutes les auctions pour chaque SSP, bah, on va se retrouver finalement avec ce type de graphique. On va se retrouver avec un graphique, on va voir bah, envers la valeur incrémentale, donc ce petit gap finalement qu'il y a entre le highest bid et le second highest bid. Et puis en violet, on va trouver l'unaffected value, c'est-à-dire la valeur des revenus de cette SSP qui ont été pris par d'autres partenaires publicitaires dans la même enchère. Et donc, ce qu'on note ici, typiquement, bah, c'est que parfois, on peut avoir des SSP qui vont avoir des surfaces de revenus finalement assez modestes, parce que, par exemple, c'est des SSP qui vont être compatibles qu'avec une toute petite partie de l'inventaire, si c'est des SSP outstream, par exemple. Donc, à la fin du mois, on se dit, bah, ouais, ok, cette SSP, elle génère que 10 000 euros de revenus, mais la réalité, c'est que sur 10 000 euros de revenus, il y a 80% de valeur incrémentale. Ça veut dire que quand cette SSP gagne une impression, eh bien, elle outbid vraiment beaucoup la compétition. Ça veut dire que là, on va pas avoir du 2 à 3 euros, on va avoir du 5 ou 6 euros. Et en fait, cette information-là, elle a vachement d'intérêt parce qu'elle permet finalement de faire la différence entre la SSP4 et la SSP T3 sur le graphique. On voit que la SSP4, en fait, globalement, elle fait que cannibaliser les revenus des autres SSP, là où la SSP3, ici, bah, elle fait un peu moins de revenus au global, mais elle apporte une valeur incrémentale qui est vraiment supérieure.
Par rapport compléter l'analyse des revenus avec ce type d'analyse, bah, c'est plus précis déjà, concrètement. Ça permet de répondre très facilement à la question: «Si je débranche ce partenaire, combien je perds?» L'inconvénient, bah, c'est que c'est limité au branchement d'une SSP, dans Prévide. C'est-à-dire que si on va, faire ce type d'analyse avec, par exemple une solution d'ID, ben, enfin, basiquement, on peut pas faire ce type d'analyse avec une solution d'ID puisque la valeur incrémentale va pas se calculer de la même façon. Mais c'est un framework qui est quand même, finalement relativement facile à implémenter, et qui apporte déjà beaucoup de valeur sur les ad operations. Un deuxième sujet, c'est l'A/B testing. C'est une deuxième framework, qui répond très bien à ce type de besoin. L'A/B testing, c'est extrêmement puissant sur la stack publicitaire. C'est pas facile à mettre en place, hein. C'est pas facile à outiller, puis ça demande aussi d'avoir une vraie culture data, parce que les A/B tests, ça peut vite être misleading en fait, hein, si on prend pas, en compte les bonnes métriques de succès ou les bons paramètres. Mais ce qu'on va retrouver en fait sur ce type d'A/B test, c'est un un contrôle groupe et un incrément. C'est-à-dire que sur 10 du trafic, par exemple, dans Prebid, je vais appeler, toutes mes SSP, et sur 90 du trafic, je vais, par exemple, ne pas appeler, l'une de mes SSP. Et donc là, je vais pouvoir comparer concrètement le RPM. C'est-à-dire, je pourrais dire, ah ben, avec tel SSP, mon RPM il est à 4 euros. Sans cette SSP, le RPM il est à 3 euros. Donc là, comme c'est un test qui est parallélisé dans le temps, bah, ça veut dire qu'on fait abstraction de la saisonnalité, ce qui est déjà très très souhaitable quand on teste quoi que ce soit en publicité. Si le test est bien seté, bah, ça nous permet de dire concrètement, cette SSP, elle m'apporte 3 ou 4 ou 5% de valeur incrémentale. Ça, c'est le test idéal pour tester quoi que ce soit en publicité. Le gros avantage, c'est qu'on peut l'appliquer à tout un tas de sujets. Ça peut être de tester des solutions d'ID, ça peut être tester des solutions de SSP, ça peut être tester des solutions de CMP, ça peut être, bon, bref, n'importe quelle solution qu'on va implémenter sur son site, finalement, on va pouvoir appliquer ce type de process. Ça peut être aussi appliqué sur un périmètre très réduit. C'est le gros avantage, c'est-à-dire quand on teste un nouveau partenaire, par exemple, si on décide de le brancher que sur un site et 3 ads uniques, par exemple, ben, on va pouvoir appliquer exactement ce type de process dans ce contexte-là. Les inconvénients, c'est que quand même à la base, ça demande un peu de tooling, ça demande de construire un peu les bons rapports, alors soit dans Gab, soit sur des outils comme PubStack. Ça demande de l'analyse de data, ça demande un peu de connaissances aussi en data, parce que bah, l'A/B test, c'est un sujet qui est vaste, donc on teste pas, tous les business cases se testent pas de la même façon finalement. J'ai un petit pop-up dans mon oreille. Est-ce que c'est des questions, c'est ça? Super. Je prendrai la Ouais, question. on les traitera Ouais. après, ouais. Ouais, je te après, super. Je voulais juste être sûr que c'était ça le pop-up. Les exemples d'A/B test efficaces. Alors, on a parlé de Prebid, on a parlé des SSP, on a parlé de tout un tas de trucs. Finalement, un A/B test efficace, ça permet de tester le branchement d'une nouvelle SSP, ça permet de tester le layout d'une CMP, ça permet de tester un nouveau format sur un emplacement publicitaire, ça permet de tester une solution d'ID, ça permet de tester un layout de page, par exemple, ma page avec une nouvelle bannière ou sans nouvelle bannière, qu'est-ce que ça donne? Ça permet de tester la visibilité, donc c'est vraiment ça permet de tester l'impact de la visibilité, ou ça permet de tester des sujets comme les floor price typiquement, hein. C'est des process qui sont, extrêmement puissants, et pour nous qui ont énormément de valeur, et les publishers les plus aboutis avec lesquels on travaille, ils sont capables aujourd'hui d'avoir tout le temps 4 ou 5 tests groupes en parallèle qui tournent avec 5 setups différents qui vont en permanence, scaler le trafic sur une population ou sur l'autre en fonction des métriques des métriques de performance. Alors, si on résume, concrètement, comment on choisit ses partenaires en pré-bid aujourd'hui? Bon, bah, on le sait, l'ad tech, c'est une jungle. C'est aussi pour ça qu'on est beaucoup à autant aimer cette industrie, hein. C'est qu'il y a vachement de changements en permanence. Intellectuellement, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de nouveaux partenaires. C'est un environnement qui est très fragmenté. On est tout le temps à la recherche du next big thing, hein, que ce soit partenaire SSP ou n'importe quoi d'autre. Euh, Beaucoup de partenaires et de façon de les intégrer, c'est des coûts opérationnels. La meilleure façon quand on est un publisher pour parler de ce type de moyen de sujet, bah, c'est de créer, du test and learn. Test and learn d'un point de vue purement organisation, bah, c'est, finalement définir, par exemple, un site sur lequel on va tester toutes nos solutions, un périmètre, d'inventaire, par exemple, quelques ad units,
Définir les métriques de succès du test et les partager avec le partenaire. Par exemple, nous, un partenaire qui fait moins de 10 000 euros de valeur incrémentale par mois, on ne peut pas travailler avec, parce qu'on considère qu'à ce seuil-là, on ne couvre pas nos frais d'implémentation opérationnelle et compagnie. Ou par exemple un partenaire qui ajoute tant de latence sur mon site, si c'est ça qui est important pour nous, ben, on ne travaille pas avec. En fait, en partageant ça, ben, la décision est plus du tout basée sur finalement sur de la complaisance, mais vraiment sur de la data. Et puis il n'y a pas de friction si ça avance pas. Et puis peut-être que le partenaire aussi a la possibilité dans les 2 ou 3 mois de test de régler les problèmes. Deuxième point, c'est mesurer la valeur ajoutée d'un partenaire. Ben, finalement, pour avoir une décision qui est très data-driven, les métriques de base, elles sont très intéressantes. Les revenus, le CPM et compagnie, hein, évidemment, c'est la base. Hein. Mais l'incrémentalité, c'est aussi finalement en addition des métriques de base comme le revenu, ben, ça permet d'ajouter un axe différenciant qui permet de spotter, par exemple, les partenaires qui vont faire beaucoup de resellers, en fait, qui vont reseller l'inventaire à d'autres partenaires qui sont déjà dans la stack, ce genre de trucs. Et le dernier point, c'est que créer des process d'A/B test efficaces pour des sujets qui vont bien au-delà finalement, bien au-delà de Prebit finalement, c'est aussi des très bonnes pratiques puisque ça permet d'avoir une approche très drivée par la data sur la gestion de ces operations. Mais ça demande du tooling et ça demande du travail. Je crois qu'on est en avance. Hein. David, je ne fais pas de bêtises. Je crois qu'il y avait 3/4 d'heure de présentation. Ouais, peut-être pas 3/4 mais ouais, t'as encore le temps, ouais. J'ai encore le temps. Bon, mais je vais quelques mots sur PubStack. Donc PubStack, on est une entreprise un peu moins de 30 personnes maintenant, qui a été créée fin 2018. On a des clients dans 15 pays, hein, donc on travaille un peu partout dans le monde. On travaille principalement avec des gros publishers et des moyens publishers. Hein, c'est quand même notre cœur de métier, comme Le Monde, Webedia, Femina, M6, Les Échos, Télégraphe, Melty, Prisma, etc. On travaille aussi pas mal avec des ad networks. Et notre métier, c'est de centraliser toutes leurs métriques en temps réel pour les aider à optimiser leurs revenus publicitaires. Et puis, on apporte beaucoup de conseils aussi sur l'activation de cette donnée finalement. Voilà, quelques chiffres pour rouler les mécaniques un peu. Le mois dernier, on était sur un trend à plus de 500 millions de revenus annuels analysés en programmatique. C'est à peu près tout pour moi. David, je peux passer sur les questions du coup? Yes, écoute, très très intéressant justement. À noter que c'est précisément ce qu'on fait comme optimisation pour nos clients qui utilisent notre player Fabster, puisqu'on a un wrapper header bidding et puis qu'on s'occupe évidemment de toute la pile optimisation dont on a déjà eu l'occasion de parler, Loïc, toi et moi. Côté question, alors il y a Romuald qui demande comment fixer ses floors pour sauvegarder sa valeur. Ouais, alors les floors, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est encore plus qu'avant. Donc on avait c'est un sujet que j'ai un peu bossé. Alors je peux faire une réponse assez longue ou une réponse assez courte. Non, t'as le temps, donc vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Euh, les floors, on a à l'époque du second price auction jusqu'à 2020, hein, c'était ADEX était encore en second price. On avait ces logiques d'optimisation sur les soft floors, donc on essayait tout le temps de se rapprocher au maximum du highest bid pour justement retomber sur sur le soft floor plus 1 centime. Donc il y avait toutes ces logiques d'optimisation. Il y a des entreprises comme Atomic qui étaient positionnées dessus typiquement, où il y a beaucoup de publishers qui bricolaient des solutions en interne. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire que quand il s'agit d'optimiser les logiques de floor price en first price, ça devient des logiques qui sont beaucoup plus complexes que ces petits hacks qu'on avait encore il y a un an à disposition, un peu plus d'un an. Aujourd'hui, les floors, il y a 2 sujets. C'est que le premier, opérationnellement, c'est compliqué à gérer parce que les floors, il y en a plusieurs endroits dans la chaîne. Il y a les floors côté SSP qu'on va configurer directement dans la SSP. Il y a les floors dans l'ad server, dans les UPR, si on utilise Google Ad Manager, qui vont en fait, discarder tous les winning bids en dessous d'un certain prix. Et puis ensuite, il va y avoir aussi certains floors cachés côté SSP, mais côté account managers, parfois ils vont mettre aussi des floors de leur côté. Donc en gros, on peut généralement avoir des floors à 3 endroits dans la chaîne, ce qui rend le truc assez bordélique, disons-le. Et puis surtout absolument opaque, et pour les buyers, et pour les publishers qui souvent ont des problèmes sur ces niveaux-là. Euh, euh, donc ça veut dire concrètement, les floor price, c'est un sujet opérationnel qui est complexe. Maintenant, comment on fait pour les tester? Hein?
pour tester, les optimiser, protéger la valeur de son inventaire, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est d'optimiser les revenus, vraiment, on est sur une pente, sur un chemin qui est assez complexe, d'AB test en permanence, où il faut AB tester et setup les bons tests pour le faire. C'est compliqué, c'est coûteux. La réalité, c'est que c'est quand même globalement coûteux à mettre en place ce type d'AB test. Il y a un autre sujet qui est juste protéger la valeur de son inventaire. Nous, il y a des conseils qu'on fait en général qui sont très simples. C'est de dire, ben, on va classer toutes les impressions de l'inventaire en fonction de price bucket. Par exemple, toutes les impressions entre 0 et 50 centimes, 50 centimes et 1 euro, enfin, en général, il y a des price buckets un peu plus petits. Et on va dire, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de couper 30% de ma pression publicitaire. Et donc, on va se rendre compte souvent que les impressions entre 0 et 10 centimes, par exemple, ça représentait 20% des impressions d'un publisher, mais ça représentait uniquement 2 ou 3% de ses revenus, puisque c'est beaucoup d'impressions, mais à des prix qui sont très très bas. Et donc, du coup, on va pouvoir mettre un floor de façon assez confortable en se disant, mais finalement, je vais en danger que 1 ou 2% de mes revenus. Par contre, je cut 30% de la pression publicitaire sur mon site. C'est une façon de protéger ses utilisateurs, c'est une façon de protéger son inventaire. C'est pas dans une logique d'optimisation. Ces logiques d'optimisation, c'est des sujets qui sont beaucoup plus complexes et je pense qu'on n'aura pas le temps pour en parler aujourd'hui sur tous les AV tests qu'on peut faire là-dessus. Je sais pas si c'est clair pour toi, Romuald. Si, Ouais. c'est très intéressant. D'ailleurs, il Ouais. avait. Ouais, tu m'entends? Il avait une deuxième question. Il demandait si on risquait pas de déprécier la valeur de son inventaire en le mettant en vente sur plusieurs plateformes. Bon, si, complètement, je suis entièrement d'accord. Il faut minimiser, il faut pas chercher, il faut surtout bien comprendre ce que fait chaque plateforme concrètement. Je pense qu'il y a plusieurs checks de base à faire. Par exemple, une plateforme, un nouveau partenaire qui t'envoie un Nats.txt avec 50 resellers, ça c'est un no-go aujourd'hui, je pense qu'il faut les dégager. Hein. Il y a vraiment une logique de bien comprendre c'est quoi les sources de demande de cette plateforme. Euh, Déprécier de la valeur de l'inventaire sur le long terme, ça dépend des publishers. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une réponse pour tout. Le risque, c'est quoi concrètement? Le risque, c'est qu'il y ait du resell de resell ou qu'il y ait de la marge cachée ou qu'il y ait tout un tas de trucs. Encore une fois, pour ça, l'AB test fonctionne très bien pour tester ce type de truc. C'est des AB tests en général qu'il faut faire tourner pendant plusieurs semaines pour en avoir le cœur net. Mais en général, voilà, l'AB test répond bien à ce type de problématique. Le seul warning que je mets, c'est quand on teste les partenaires, il y a des checks de base comme sur une SSP. Je ne parlais pas sur un ad network ou sur une solution de vidéo ou quoi que ce soit. Quand on teste une SSP qu'on va brancher dans Prévide, on ne veut pas que cette ESSP elle reselle l'inventaire au même partenaire que j'ai déjà dans Prévide ou ce genre de trucs. Ça, c'est des trucs, c'est des no-go. Et donc là, TXT fait plutôt bien le job, ce genre de trucs. Et d'ailleurs, on peut Mm. peut-être rebondir sur la question de Tom qui demandait quels étaient les SSP incontournables sur le display en France. Ah, alors, c'est une très bonne question. Je ne vais pas faire une liste exhaustive. Alors, sur le display, on les connaît, les usual suspects. Je crois qu'on a un article sur Pubstack, je pourrais vous le joindre avec où il y a tout le top des 30 SSP françaises qui font le plus de revenus. J'aurais du mal à te les énumérer une par une, mais par contre, je peux te les envoyer avec plaisir après le call ou via David, partager l'article avec Ouais, l'approche Scodata. je le mettrai en description de la vidéo sur le replay. Les replays ils seront uploadés sur YouTube et je mettrai le lien vers l'article en Ouais, description. Il y a aussi excellent. Sophie qui demande à partir de quelle taille de média est-il judicieux de mettre en place un stack de header bidding et qui est peut-être lié à la question de Anne qui demande quand tu parles de moyen publisher, on est sur combien de pages vues en moyenne pour avoir une idée? Ouais, pour mettre le header bidding, moi je pense qu'il n'y a pas de taille. Hein. C'est-à-dire, par exemple, il y a des très petits publishers qui vont passer. Alors, la question c'est plus à quel moment ça vaut le coup de l'internaliser, le header bidding. C'est surtout ça la logique. Hein. Alors, sur la partie vidéo, franchement, c'est des sujets qui sont ultra compliqués. Et moi, je connais que quelques très très gros publishers qui ont des équipes techniques massives qui ont réussi à internaliser ce type de truc. Sur la partie display, par contre, c'est quand même un sujet qui est plus mature, globalement, qui s'internalise assez facilement. La question, c'est plutôt quelle est la surface de revenus qui permet d'encaisser les coûts opérationnels que ça demande. Hein. C'est ça la philosophie qui est derrière. En général, moi, je trouve qu'à partir de 500 000 millions d'euros de revenus par an programmatique, on peut intégrer le header bidding. Après, tout le temps des outliers, tout le temps des beaucoup plus petits publishers qui vont internaliser le header bidding. Maintenant, pour les petits moyens publishers, ce qu'on recommande vraiment,
c'est éventuellement d'outsourcer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de solutions aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui outsourcent qui permettent de sous-traiter la partie leur bidding, la gestion de notre stack et compagnie, en display, en vidéo et tout un tas de choses. Pour un petit publisher qui va faire, par exemple, je sais pas moi, 10K, 15K, 20K par mois, euros hein, de revenus programmatiques, parfois ça vaut vachement le coup de passer par ce type de prestataire parce que bah, ça va coûter beaucoup moins cher à implémenter, à piloter que finalement de l'internaliser soi-même, quoi. C'est un peu le sujet, je ne le prendrai pas sur le nombre de pages vues ou sur la taille du média, mais vraiment sur la surface de revenus qui permet d'encaisser les coûts opérationnels qui sont engendrés par ça, quoi. Je sais pas si c'est clair, c'est Ouais, clair dans... elle a l'air de te remercier, donc je pense que c'était clair. Écoute, on a fait le tour des questions. On est un petit peu en avant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais ajouter. Quelque chose que je voulais ajouter, non, si on peut, éventuellement, si on peut revenir sur les floors, parce que je sais pas si Romuald est encore là, mais on peut revenir sur les floors. C'est un sujet sur la partie optimisation. C'est des, on a fait beaucoup de tests floor price avec nos publishers, hein. Beaucoup. C'est des sujets qui sont techniquement complexes parce que c'est des tests d'un point de vue data qui sont pas faciles à mesurer, à mettre en place, même si on utilise des key values sur gamme et compagnie. Finalement, c'est des tests qui sont relativement compliqués à mettre en place. C'est des tests qui sont relativement compliqués à mesurer. Aujourd'hui, nous, on recommande à nos publishers, en règle générale, si on n'est pas prêt à y accorder beaucoup d'énergie dans l'optimisation des floors, beaucoup de ressources même, hein, c'est-à-dire presque une personne full-time, quoi, on conseille, et donc ça c'est une personne full-time, ça s'adresse quand même à des publishers qui ont une très grosse surface de revenus, hein. On conseille quand même de rester plutôt simple, hein, parce que la complexité, comme toujours, ça a un coût caché, c'est les conneries qui se passent derrière, c'est la maintenance, c'est tout un tas de trucs, donc on conseille quand même de le garder plutôt très simple, ce genre de truc. Ou si on est prêt à y mettre les mains dedans, bah, faut être prêt à y accorder quand même pas mal de temps pour faire des A/B tests assez poussés et compagnie. Et voilà quoi. Et donc, quand tu dis rester assez simple, c'est-à-dire mettre un prix fixe qui correspond peut-être, enfin, Ouais, ouais, bah, ouais. bon, ouais, quelle stratégie? Bah, par exemple, voilà, si tu es sur de l'inventaire display, tu peux commencer à 10 centimes sur tout ton inventaire, par exemple. 10 centimes, c'est le minimum, c'est le bare minimum parce qu'en fait, tu as tous les mobiles en dessous, tu passes dans la jungle programmatique pas souhaitable sur ton site, quoi, et pubs pourries et compagnie. Et puis ensuite, éventuellement, tu peux mettre des martingales relativement simples en place, du style, bah, voilà, je vais monter de 10 centimes supplémentaires et puis je vais voir de combien je cut les revenus concrètement. Avec un A/B test assez simple. Et puis, mais tu vois, moi, ce que j'aime pas trop voir, c'est chez les publishers qui n'ont pas les ressources pour le faire correctement, c'est d'avoir des floors par size, par device, par géo, par truc, etc. Et des systèmes de flooring qui sont absolument ultra complexes à comprendre et ultra complexes à maintenir. Et généralement, en fait, quand tu mets ton pif là-dedans, tu te rends compte il y a des erreurs dans tous les sens, hein, c'est-à-dire qu'il y a des conflits entre les floors SSP, les floors UPR et compagnie, il y a des conflits dans tous les sens, parce qu'en fait, c'est un bousin incroyable à maintenir. Je pense que c'est très facile d'estimer le coût que ça a, tout le temps que tu y passes à gérer ce type de truc-là. Finalement, c'est pas si facile que ça de mesurer l'argent que ça te rapporte, hein. Et si tu fais du coup un A/B testing sur les floors, donc tu augmentes de 10 centimes par exemple, tu vas faire quoi? 50% de ton trafic sur l'ancienne règle tarifaire et 50% sur l'autre? Ouais, complètement. OK. C'est ça. Tu fais 50% ou 90-10. Voilà, c'est des process qui sont assez simples à mettre en place. C'est pas dans une logique d'optimisation, hein, c'est plus dans une logique de protection de l'inventaire où on se dit, ben, voilà, moi, mon inventaire, je vais rajouter de la pression sur la demande, je vais coter 30% des impressions finalement en enlevant que 1 ou 2% des revenus. Parce que toutes les low price bands, hein, toutes les impressions avec des prix finalement assez bas, ben, elles rapportent que dalle au publisher, hein. Faut jamais l'oublier, hein. On a fait une analyse un jour, c'était 50% des impressions publicitaires. Donc nous, on analyse quand même, je sais plus, mais un truc énorme, genre 80 milliards d'impressions par mois, un truc comme ça en programmatique, en analyse, hein, c'est pas pour nous. Ouais. 50% des impressions publicitaires représentent moins de 8% des revenus, hein. C'est des chiffres quand même qui sont assez iconiques, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'impressions sur les low price bands, hein, donc 1 centime, 2 centimes, 10 centimes, 15 centimes, qui en fait représentent quasiment rien en revenus publicitaires pour les publishers. Donc ça vaut le coup de coter ces trucs-là pour mettre de la pression sur la demande, quoi.
OK et si tu, sur le display, par exemple, si tu travailles avec 2 partenaires régie Prebit, tu vois, qui elles-mêmes ont un stack header bidding et vont faire des appels potentiellement au même SSP, le fait qu'une même bid request se retrouve, dupliquée, sur plusieurs SSP, tu penses que c'est un problème? Bah, ça reboucle ce sujet de la complexité. Je pense qu'il faut garder on est déjà dans une industrie qui est vraiment complexe et casse-gueule, hein, techniquement. Plus on peut garder les choses simples, mieux c'est. C'est-à-dire que la première question que je poserais, c'est quoi l'intérêt d'avoir 2 régies Prebid, en fait? Mmh. C'est l'habitude, je pense que le fait que pendant longtemps on ait fonctionné par waterfall et cetera avec, une cascade de partenaires, ben, aujourd'hui même si le header bidding existe, je pense qu'il y a des éditeurs qui ont encore le réflexe de malgré tout vouloir les mettre en concurrence, tu vois? Ouais, ouais, mais ça peut je dis pas que ça a pas de sens, hein. Je dis simplement, faut avoir des arguments solides parce qu'en fait, effectivement, tu perds le contrôle quand même sur ta supply chain un peu, hein. C'est-à-dire que quand tu as, 2 sièges Nexus, 2 sièges Rubicon, 2 sièges Index, 2 sièges je sais pas quoi qui sont branchés sur ton site en parallèle, tu as des effets de vase communicant que tu maîtrises pas, ou des trucs qu'on peut voir aussi assez régulièrement, c'est des publishers qui vont avoir une stack header bidding qui est plutôt pas mal avec un Google Ad Manager qui est plutôt pas mal et puis derrière qui vont backfiler avec, un truc, ils disent: «Voilà, il y a 10 de notre trafic qui est pas monétisé, on va backfiler avec un autre partenaire header bidding, une régie en backfill ou je sais pas quoi. Et donc en général, ce qui est très marrant dans ce genre de setup, c'est que on a premièrement un setup avec des floor price à 1 € par exemple, puis le backfiller il a plus de floor price du tout, mais il appelle les mêmes SSP. Et donc du coup, on arrive sur une opacité qui est incroyable et ça n'a aucun sens de mettre des floor price dans un premier temps si c'est pour ensuite backfiler avec un truc qui a pas de floor price et qui va envoyer l'impression aux mêmes personnes quoi. Donc nous le conseil qu'on a tout le temps c'est faut bien faire les choses et les garder le plus simple possible, le plus lean possible avec voilà, un wrapper header bidding c'est très bien, un player vidéo qui fonctionne bien avec du header bidding c'est très bien, un GAM c'est très bien, open bidding c'est très bien, mais il faut pas avoir voilà, en Angleterre notamment, on a un client qui avait 4 wrappers en parallèle. C'est en vrai, ça crée des problèmes dans tous les sens, quoi. Après, Heu, si tu mets une régie, tu vois, en passe-back, tu as pas forcément le contrôle sur, les floors qu'elle va mettre pour commercialiser ton mmh, inventaire. mais c'est un Donc problème ça, ouais, ouais, c'est un problème, clairement. Et après, du coup, comme c'est elle a appelé complètement en deuxième, est-ce que c'est quand même, si contraignant que ça? après j'ai envie de dire, faudra analyser chaque cas un par un, ça peut avoir du sens, hein, il faudrait diguer sur le sujet, mais voilà, c'est quand même de la complexité supplémentaire et tu perds quand même du contrôle sur pas mal de trucs, notamment les floors, donc c'est vrai, c'est un peu, faut être sûr faut bien mesurer la valeur, quoi. Mmh. Faut bien tester. Ouais, voilà, l'A/B testing, la clé de tout. Il y a une autre question de Martin qui demande, quid du HB server side vs client side? Est-il intéressant Mmh. d'intégrer les 2 avec les meilleurs SSP en client side et à un pôle plus large en server side? Ouais, c'est des trucs qu'on voit pas mal, les solutions hybrides, hein, je pense que le client side aujourd'hui, c'est dur de s'en passer. On a fait plein de tests, en server side versus client side. Alors, il y a des gens qui disent que non. Donc je j'ai pas la science infuse, hein, mais nous, à titre personnel, de notre expérience, tous les tests qu'on a pu voir avec nos publishers, que ce soit les solutions commerciales ou avec des solutions server side handmade, hein, généralement, le client side est plus performant, que le server side parce qu'il y a quand même un cookie match, qui est meilleur sur le client side. Maintenant, ça va peut-être changer, hein, justement la fin du cookie, c'est la fin du third party cookie, on peut supputer que ça va changer. Hem, le server side, c'est très bien. Le client side, c'est indispensable aujourd'hui. On voit effectivement la logique de mettre le top 10 SSP, par exemple, en client side et puis d'avoir toute la long tail, en server side. Ça a du sens aussi. Maintenant, encore une fois, le server side, voilà, si on regarde ça de façon très, très pragmatique, hein, c'est quand même du travail, de mettre en place du server side, hein, surtout soi-même, hein. Il faut voir la valeur que ça rapporte. Si pour aller chercher, 10 K par mois, sur une surface de revenus à 100 K par exemple, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de trucs et cetera. Donc c'est pas non plus la terre promise, le server side. Enfin, vaut mieux être feignant sur ce genre de truc. Et puis, le deuxième point, c'est surtout que, hem, au aujourd'hui, je dirais que quand tu as une petite SSP, en gros, quand tu as 10 SSP client side aujourd'hui, tu as moyen d'ordonnancer tes requêtes, de gérer les timeouts et compagnie, pour bien gérer le sujet de la latence. Donc on voit quand même beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui ont stuffé leur client side avec plein de SSP et qui finalement ont pas des latences dramatiques sur leur site parce que c'est plutôt bien géré, donc ce que je veux dire par là, c'est que le server side, c'est censé être la solution aux latences sur les sites.
La réalité, c'est que des solutions, il y en a d'autres. Les autres solutions, c'est aussi de bien ordonnancer les calls, c'est de bien gérer les timeouts, c'est de bien gérer tout un tas de sujets qui te permettent de rester client-side et donc de ne pas avoir à t'embarrasser avec une gestion d'instance AWS, server-side et tout le bazar qui peut être un peu chiante à gérer et quand même coûteuse. Et finalement, de résoudre le problème principal qui est la latence et d'avoir tous tes partenaires que tu veux. Et pour les petits partenaires qui rapportent que dalle, après, il y a une solution aussi, c'est d'essayer de ne pas les mettre du tout, hein, parce que ça complexifie encore une fois. Je sais pas si ça Ok. répond à la question. Du coup, je me suis peut-être fait un HS là. Euh, Oui. ok, super. Mais bon, le server-side, c'est prometteur en tout cas. Voilà, qu'on soit clair, c'est prometteur, mais c'est voilà, c'est pas encore. Faut bien réfléchir au problème qu'on veut résoudre avec, quoi. J'attends une seconde parce que je vois que Martin est encore en Ouais. train de taper, donc probablement qu'il a une autre question. On est pendu à tes lèvres, Martin. Enfin, ton clavier surtout. Ouais, je devrais leur ouvrir le micro, comme ça serait plus simple. Grave. Du coup, pour la Euh, gestion de cette stack en client-side, as-tu des best practices? Travailler avec Bluffstack. Non, je plaisante. Non, non, bah, il y a des best practices, il y en a plein. Euh, si c'est la gestion, c'est très large comme question. Si c'est au sujet des latences, par exemple, sur les latences, il va y avoir la logique gestion de timer de latence et add call. Ok, super. Bah, une bonne pratique, par exemple, que j'aime bien, c'est réduire le timeout, c'est-à-dire laisser moins de temps au SSP pour parler, mais forcer l'ordonnancement des SSP qui, par défaut, est randomisé sur Preview. C'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, au lieu de laisser 3 secondes, quand tu laisses 3 secondes au SSP pour parler avec ton timeout paraméteur, bah, en fait, tu retardes l'affichage de la pub sur la page de voilà, 2-3 secondes parce que plus de temps pour parler. Quand tu réduis ton timeout paraméteur à 1 seconde, par exemple, tu vas avoir plus de timeout. Par contre, tu peux forcer d'ordonnancer l'école. Ça ressemble un peu à une vieille waterfall, mais ça n'est pas. Tu forces le fait que comme Nexus, parce que si ta plus grosse SSP soit appelée en premier, que etc. soit pas en premier, etc. Tu forces les calls dans un certain ordre. Et donc, du coup, bah, tu vas avoir quand même 95% de ta valeur, mais avec un affichage qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, le combo réduire le timeout et forcer la dérandomisation des build requests, ça a du sens. Et un deuxième aspect qui est intéressant aussi, c'est un deuxième truc que j'aime bien, c'est de minimiser le nombre de build requests sur la page. Plus on minimise le nombre de build requests sur la page, plus ça va vite. Bon, aujourd'hui, on voit trop de cas où les add calls et les build requests sont déclenchés n'importe comment, où tu vas avoir par exemple des mécanismes de lazy loading sur la page, où tu vas avoir la pub qui se charge en fonction du scroll de l'utilisateur sur mobile par exemple. Mais malgré tout, le publisher, il va appeler 40 emplacements potentiellement chargés au scroll de l'utilisateur en début de session. Donc, du coup, tu as 40 add calls avec 10 bid requests par add call qui vont partir en début de session. Et donc, tout de suite, ça crée forcément un espèce de bouchon en trafic côté JavaScript. Donc, en fait, balancer typiquement ce genre d'auction sur la page dynamiquement au même titre que tu affiches des impressions, bah, ça fait partie des sujets d'optimisation qui sont très simples. Puis ensuite, il y a aussi tout le temps beaucoup d'add calls, faut faire la chasse aux add calls qui servent à rien, parce que les add calls qui servent à rien, ça rajoute de la latence. Et il existe plein d'autres cas qui créent des add calls qui servent à rien. Pas appeler des SSP, que les SSP qui rapportent pas assez de revenus, c'est important aussi. Enfin voilà, c'est toute cette logique finalement de bon ingénieur, hein, où tu rends le système le plus simple possible et le plus minimaliste possible pour avoir un truc qui va vite, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Voilà. Super, merci. Écoute, Loïc, merci pour ton temps, merci pour cette presse. Elle sera de toute façon, disponible en replay sur YouTube. Je partagerai le lien à tous ceux qui se sont inscrits, tous ceux qui ont participé ou pas participé d'ailleurs. Comme d'habitude, pour assister à la prochaine, au prochain live, il faut cliquer sur les 2 petites flèches en haut à gauche à côté de l'heure, ou bien, sur le lien que vous allez recevoir par mail, 5 minutes avant le début, donc dans 10 minutes. Voilà, merci Loïc, bonne journée. Merci à tous, merci pour l'invitation, David, et puis à très bientôt à tout le monde. À très Salut, bientôt. Ciao, ciao. bye.